C'était donc le dernier Raw de l'année 2023 et la WWE nous a gâtés. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de Raw du 18 décembre 2023. Le show rouge qui s'ouvre avec le Judgment Day, Damien Priest nous souhaite la bienvenue du côté de Raw. Finn Balor félicite les Creed Brothers pour avoir remporté le match de qualification. C'est assurément la plus grande soirée de la vie des Creed Brothers, mais pour eux, c'est simplement une autre soirée au bureau. Les Creed Brothers vont monter sur le ring contre les seuls 2 fois Undisputed Tag Team Champions de l'histoire. Rhea Ripley dit que si Ivy Nile parle encore, ce qui lui arrivera sera pire que le sort de Maxxine Dupri. Le Judgment Day a dominé 2023 et ils vont continuer de le faire en 2024. Dominic Mysterio veut commencer à parler. Comme d'habitude, il est hué et la musique de R-Truth va commencer. R-Truth qui se prend à nouveau pour un membre du Judgment Day nous dit qu'ils l'ont oublié en backstage. Lui aussi aimerait bien ouvrir le show, il va nous souhaiter la bienvenue du côté de Raw. McDonagh demande à R-Truth ce qu'il fait ici. R-Truth dit que la soirée de la semaine dernière était son initiation, il ne veut pas se plaindre, mais ils ont dépassé les limites. Il a eu mal physiquement et émotionnellement. Il sait que Priest ne le pensait pas lorsqu'il a dit qu'il ne l'aimait pas, il l'a vu dans les yeux de Priest. McDonagh dit que si R-Truth a peur d'être blessé, il devrait peut-être quitter ce ring. R-Truth dit que tout le monde semble chercher un combat, Ripley contre Ivy Nile, Priest et Balor contre les Creed Brothers ce soir, et lui aussi a besoin d'affronter quelqu'un. La foule va évidemment chanter JD. R-Truth dit qu'il voit les lumières de Noël et les sapins, et pourquoi pas régler ce problème, on pourra enfin être une famille heureuse. Il va finalement demander à affronter JD McDonagh ce soir, avec une certaine stipulation, voilà. Si R-Truth perd, il ne sera pas dans le Judgment Day, et si JD McDonagh perd, c'est lui qui ne sera pas dans le Judgment Day. C'est un match où le perdant quitte le Judgment Day. Priest va nous dire que c'est une bonne idée, le match va finalement débuter. Alors, promo vraiment très drôle, encore une fois, R-Truth qui se prend pour un membre du Judgment Day, c'est vraiment très drôle, et ce que j'aime encore le plus, eh bien c'est Damien Priest qui rentre un peu dans son jeu, et qui finalement accepte ce combat avec JD McDonagh, qui finalement le met un peu en danger. Le côté stipulation, le côté tu perds, tu quittes le Judgment Day, ça fait beaucoup rire Damien Priest et Rhea Ripley pas trop pour sur le coup. On va donc avoir ce combat qui va durer quelques minutes. C'est du divertissement pur et dur. C'est un street fight mais simplement avec des éléments de Noël. Donc c'est plutôt très drôle, les sapins, les guirlandes, etc. etc. R-Truth est vraiment génial dans ce rôle, mais ça on l'apprend pas aujourd'hui. Le public est vraiment à fond derrière R-Truth. Et la fin de match, c'est du R-Truth tout craché. Vraiment, sans le vouloir, il va y avoir une table de posée sur le ring. Et sans le vouloir, R-Truth va tomber sur cette table avec JD McDonagh et va remporter ce match sans réellement le vouloir, sans réellement le savoir. Alors, officiellement, la stipulation dit que JD McDonagh n'est plus dans le Judgment Day. Affaire à suivre, pas sûr que ça compte réellement, mais voilà, je trouve que c'est cool. On est dans la semaine de Noël, c'est la période des fêtes. Je trouve ça bien aussi d'avoir quelques moments de légèreté du côté de Raw. Ça m'avait manqué avec R-Truth et le fait qu'il soit de retour, vraiment je trouve ça hyper positif pour la WWE en général. Nia Jax est sur le ring, mais la musique de Becky Lynch va retentir. Jax décide de quitter le ring. Becky demande où va Nia Jax. Jax voulait clairement parler puisqu'elle a un micro, mais elle peut lui dire en personne. Jax dit qu'elle aimerait bien casser le visage de Becky Lynch une nouvelle fois, mais elle a d'autres affaires à régler. Avant l'interruption de Becky, elle allait annoncer sa présence dans le Royal Rumble féminin. Becky dit que les fans ne s'intéressent pas à sa news. Becky dit que The Man est ici ce soir et cherche un combat. Nia dit que les deux ne sont jamais affrontés car les officiels ont peur de ce qu'elle ferait à Becky. Becky rapporte de l'argent à la WWE et un match arrêterait cela. Sa jambe est aussi grosse que tout le corps de Becky Lynch, elle pourrait la briser en deux. Becky dit que oui, elle est celle qui rapporte de l'argent à la WWE car elle est prête à se battre n'importe quand. C'est Jax qui a peur de l'affronter. Becky dit qu'elle rentrera dans l'histoire comme étant la plus grande de l'histoire et Nia sera dans l'histoire comme celle qui a cassé le nez de la plus grande. Nia sera simplement celle qui a perdu contre la meilleure. Si Nia veut lui prouver le contraire, elle peut le faire maintenant. Nia Jax demande un arbitre pour faire le combat. Nia Jax va s'approcher du ring et finalement s'en aller. Et Nia Jax dit que Becky Lynch semble tellement la vouloir qu'elle ne l'aura pas. Le match aura lieu sous ses termes dans sa ville natale de San Diego en Californie dans 2 semaines du côté de Day One pour Raw. Lorsque Becky va se réveiller, sa fille lui demandera pourquoi elle est encore plus laide. C'est parce qu'elle lui aura cassé le visage encore et encore.
mais qui va finalement quitter le ring et se jeter sur Nia Jax, mais Nia Jax va la mettre KO alors que les officiels de la WWE sont arrivés. Encore un bon segment entre les deux. Déjà la semaine dernière, j'avais beaucoup aimé leur segment. Et ben encore une fois, cette semaine j'ai aimé. Alors oui, j'aime surtout la partie de Becky Lynch et j'aime surtout la promo de Becky Lynch, honnêtement. Voilà, si je suis totalement honnête, ce n'est pas vraiment la promo et la manière de faire des promos de Nia Jax qui me plaît, ça c'est clair et net. Mais bah, le segment en soi me plaît, le segment me divertit et bah j'ai envie de voir ce combat. À Day One dans 2 semaines du côté de Raw, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir est-ce que Nia Jax peut avoir un bon combat, est-ce que Becky Lynch est capable de ressortir le meilleur du côté de Nia Jax. Bah, moi je suis intéressé. Gunther défend à nouveau son titre de champion intercontinental face au Miz. Un Miz qui n'a pas le droit à l'erreur. S'il perd ce combat, certes, il n'aura pas le titre et surtout, il n'aura plus le droit de challenger Gunther pour ce titre. Un match qui va durer plus de 15 minutes environ, donc on leur laisse du temps. Et je pense que ce match était meilleur que le précédent. Vraiment, j'ai adoré ce combat. Le public aussi, qui va bien évidemment chanter des This is awesome. Mais j'ai aimé la construction de ce match. J'ai plus cru finalement à la victoire du Miz dans ce combat que dans le précédent. Vraiment, dans ce match-là, à un moment donné, je dis pas que j'y ai cru, mais en tout cas, plus que le précédent. Franchement, j'y croyais absolument pas, mais ils ont essayé de m'y faire croire. Et ça, c'est déjà pas mal. On a un Miz qui, pendant quasiment 10, 12, 13 minutes se fait détruire par Gunther. Vraiment, Gunther étant en totale destruction. Le torse du Miz, comme malheureusement tous les adversaires de Gunther, s'en rappellera encore et encore pendant quelques jours. Miz qui finalement, avec un gros appui et soutien du public, il faut le dire, Miz Babyface, en tout cas ça fonctionne. Là du côté de Raw, vraiment c'est assez impressionnant. Miz qui va blesser la main de Gunther, qui va revenir dans ce match, qui va réussir à porter énormément de DDT, il y a un enchaînement de DDT dont un où il va tournoyer autour de Gunther, très impressionnant. Et finalement, Miz va même réussir à porter son finish, le Skull Crushing Finale, qui ne va pas suffire, on va être sur un 2,99. Miz va réussir à placer Gunther pour un second Skull Crushing Finale, mais du haut de la deuxième corde, il va le porter, il va réussir à le faire, mais malheureusement, on ne va pas réussir à faire le tomber. Gunther va s'en aller du ring, Miz va vouloir le ramener, mais Gunther revient et va à nouveau détruire le Miz. Powerbomb, clothesline, powerbomb, 1, 2, 3, victoire de Gunther qui conserve son titre. C'était excellent, vraiment excellent. Content de voir le Miz dans ce genre de programme, content de voir le Miz dans ce type de combat aussi bon, tout simplement. Un Gunther qui, une nouvelle fois, fait un excellent combat, j'ai envie de dire la classique. Il y a un Gunther en backstage qui va parler aux 2 membres de Imperium et qui va leur dire clairement qu'il va prendre quelques semaines de vacances, mais que eux, vu leur année compliquée en 2023, ils n'ont rien reporté, et vont rester du côté de Raw et travailler alors que lui va être tranquillement en vacances. C'est la question que je me posais. Quelle est la suite pour Gunther? Qui va être son prochain challenger? Est-ce qu'il aura un challenger pour le Royal Rumble ou il va simplement rentrer dans le Royal Rumble en tant que gros favori? Affaire à suivre. Mais en tout cas, on est toujours aussi intrigué par les matchs et les histoires autour de Gunther. Shinsuke Nakamura se prend pour un conteur et va nous conter l'histoire du cauchemar américain avant Noël. Il parle bien évidemment de Cody Rhodes, mais il va pas pouvoir aller très loin dans ce conte parce que Cody Rhodes va s'en prendre à lui en backstage. Une grosse bagarre va éclater entre les deux. Les deux vont finalement se retrouver sur le ring, en ringside. Cody Rhodes veut faire passer Nakamura à travers la table des commentateurs, mais la sécurité va intervenir. J'ai trouvé ça bien, parce que j'avais besoin, après cette petite déception de la semaine dernière, le match était bon, mais ils le mettent en main event, etc. Bref, je vais pas revenir dessus, mais cette histoire entre les deux m'intéresse encore, et surtout, j'attendais pas une promo de Cody Rhodes cette semaine. J'avais pas envie de voir Cody Rhodes venir sur le ring et parler tout simplement. Je voulais juste voir un Cody Rhodes énervé, un Cody Rhodes agacé par la situation et qui s'en prend tout simplement à Nakamura et c'est exactement ce qu'on a eu donc je suis très content de ça. Encore une fois, les illustrations autour de l'histoire contée par Nakamura avec Cody Rhodes donc qui est mis en avant avec Nakamura, vraiment magnifique. Vraiment, je ne sais pas qui fait ça mais les illustrations autour de Nakamura les dernières semaines sont sublimes, c'est un régal. Chelsea Green et Piper Niven défendent leur titre de championne par équipe féminine face à Katana Chance et Kayden Carter, un combat qui va durer environ 6 minutes. C'était vraiment bon. Je parle souvent des qualités in-ring en tant qu'équipe de Katana Chance et Kayden Carter, qui est pour moi la meilleure équipe féminine à la WWE. Pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai travail qui a été fait du côté de Chelsea Green et Piper Niven. Sur le coup, tu te dis qu'il n'y a pas vraiment d'alchimie entre les deux. Et sur le ring, il y a un truc qui se crée, il y a un vrai truc qui a été créé, avec du temps bien évidemment et du travail. Et ça me plaît, ça m'a plu pendant ce combat.
Petite note intéressante pendant le match, j'ai remarqué que Chelsea Green avait porté le Rock Rider. Alors je connais pas le nom réel de cette prise, mais je sais que c'est un finish de Zack Ryder, donc Matt Cardona, le mari de Chelsea Green. Je trouve ça plutôt marrant qu'elle l'utilise. Il y a eu un moment important aussi dans le match. Au bout de 2 minutes de combat, on a une Piper Niven qui va réussir à porter un énorme splash et qui, honnêtement, je pensais allait finir le match. Au bout de 2 minutes, je me suis dit, et voilà, c'est reparti. Elles vont squasher Katana Chance et Kayden Carter. Et ben non, on va se relever et finalement on va avoir un plus long combat, on va avoir une vraie belle affiche derrière. Et Katana Chance et Kayden Carter vont l'emporter. Quel bonheur. Vraiment j'ai été très heureux sur le coup, je suis encore heureux maintenant. C'est ce qu'on attendait, c'est le booking qu'on attendait de Katana Chance et Kayden Carter lorsqu'elles sont arrivées dans le roster principal. Pour moi, c'est la meilleure équipe féminine et elle doit être bookée comme la meilleure équipe féminine. Donc je suis content. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est le plus dur qui commence. Quand tu es championne, va falloir être au niveau. Certes, sur le ring, je pense qu'elles le seront, mais dans tout ce qu'il y a à côté. Donc j'espère qu'elles le seront, j'espère que le booking sera au rendez-vous. Mais déjà, les voir dans cette situation, les voir championnes par équipe à ce moment-là, j'avais perdu un peu espoir à un moment donné. Là, c'est bon, j'ai retrouvé l'espoir et je suis vraiment très heureux. Et je sais que beaucoup d'entre vous en commentaire seront très heureux. N'hésitez pas à vous manifester. Akira Tozawa fait face à Ivar. C'est Akira Tozawa qui a demandé à avoir ce combat. Chad Gable lui a dit de voir les choses en plus grand pour 2024. Là, c'était peut-être un peu trop grand pour lui. On va avoir un combat de 4-5 minutes qui est très divertissant. Je parlais de divertissement tout à l'heure avec R-Truth. Eh bien, Akira Tozawa, il est vraiment dans le même domaine. Et c'est vraiment très fun. À l'extérieur du ring, Maxine Dupuis va, elle, s'occuper de Valhalla. Mais ça va pas suffire. Akira Tozawa qui pourtant donne tout, hein. Je pense à un DDT Out of Nowhere qui était sublimissime, mais ça va pas suffire. Il va prendre un World Strongest Slam du haut du coin du ring, il va perdre ce combat. Akira Tozawa a vu les choses un peu trop en grand. Seth Rollins, le champion du monde, est sur le ring et il est dans sa ville natale ce soir. Rollins dit que la tension monte suite à sa petite confrontation de la semaine dernière. Il est encore plus motivé d'être le meilleur champion mondial de toute l'industrie. Si on pensait que 2023 était quelque chose, il faut attendre 2024. Et ça commence à Day One lorsqu'il va défendre son titre contre Drew McIntyre. La musique de McIntyre va retentir. Rollins dit qu'il n'a pas oublié le coup de boule porté par Drew McIntyre, alors il ferait mieux d'être gentil. Drew McIntyre dit qu'il n'est pas ici pour se battre, ils ont leur match à Day One. Il est ici pour dire qu'il est fier de Seth. Il y a tellement de personnes qui embrassent des au sujet de CM Punk. Mais Rollins a exactement dit à Punk ce qu'il pensait de lui en personne. C'est un vrai leader. McIntyre dit que Rollins est champion et il passe ses week-ends avec sa famille. Ça doit être bien pour lui. Lui, il a fait des sacrifices loin de sa famille et il a commencé à se sentir coupable. Après 16 ans, il s'est questionné afin de se demander si ça en valait vraiment la peine. Son père devient plus vieux, le reste de sa famille aussi. Il y a eu des discussions sous tension parce qu'il ne pouvait pas participer à des mariages à cause d'un show important, des discussions difficiles lorsqu'un membre de la famille devient malade et décède. Sa famille lui a toujours dit de continuer à vivre son rêve, mais soudainement, il n'était plus là. McIntyre dit qu'il a besoin du titre de Rollins, il doit savoir si les sacrifices en valaient la peine, il doit savoir si cette douleur avait un sens, et il est prêt à blesser Seth Rollins, il est prêt à faire ce qu'il faut pour prendre le titre à Day One. Rollins dit que c'est ça le problème, il ne sait pas à quoi penser de Drew McIntyre. Drew dit des choses ainsi et il veut le croire, mais les actions de Drew disent autre chose. Rollins dit qu'il a du respect pour McIntyre, car après la défaite lors de Crunchyroll, Drew McIntyre est venu le voir en personne pour lui dire qu'il allait trouver une façon d'avoir un rematch, et Drew en était capable. Malgré que Drew a besoin du titre, qu'est-ce qui lui fait croire que la fin sera différente cette fois-ci? Drew est prêt à tricher pour être champion? Drew est prêt à blesser des gens pour être champion? Rollins dit qu'il doit prendre la responsabilité de ses actions. Drew doit se regarder dans le miroir et faire face à la réalité que la seule personne qui empêche Drew d'être champion est Drew McIntyre. La semaine dernière, il a regardé un homme dans les yeux en disant qu'il le détestait et il le pensait. Ce soir, il ne déteste pas Drew, il a de la pitié pour Drew. Joyeux Noël à Drew, ils vont se voir dans quelques semaines. Rollins veut quitter le ring mais Drew McIntyre va l'arrêter. Rollins le repousse et finalement une bagarre va éclater entre les deux. McIntyre va réussir à prendre le dessus en portant son Alabama Slam sur les escaliers. Excellente promo entre les deux. J'aime beaucoup tout ce qui est raconté une nouvelle fois. Vraiment ce McIntyre très nuancé, heel, babyface, je m'en fiche un peu, mais très nuancé, qui comme le dit Rollins, finalement parle beaucoup mais ses actions vont à l'inverse de ses mots. Et c'est ça qui est intéressant avec McIntyre. Et lors de ce dernier match entre les deux à Crunchyroll, on avait un McIntyre qui était
pas vraiment la même personne. Et c'est ce qui m'intéresse. Quel Drew McIntyre on aura à Day One? Est-ce que McIntyre va totalement embraser ce personnage de heel? Ça m'intéresse. Bref, encore une fois, une excellente promo de Seth Rollins, un McIntyre qui est encore au niveau. Il y a quelques abrutis qui, pendant la promo de McIntyre, qui parlaient en plus de décès, de maladies, ont chanté boring, donc ennuyant, ennuyeux. Vraiment, ils étaient deux, hein, mais je les ai entendus et ça m'a un peu agacé, ça m'a un peu sorti du truc. Bref, la promo était vraiment excellente. Kofi Kingston est en ringside déguisé en Père Noël et va distribuer des cadeaux à tout le monde, mais va se faire attaquer par Imperium. On est donc en 2 contre 1, mais la musique de Jey Uso va retentir. Jey Uso qui vient aider Kofi Kingston. Je trouve l'image vraiment très sympa. On sait que les Uso et New Day ont été en guerre pendant des années et des années, surtout c'est une guerre légendaire entre les deux, et les voir maintenant Jey et Kofi finalement s'entraider, je trouve ça vraiment très très beau. Jey va finalement faire face à Ludwig Kaiser dans un combat de 5-6 minutes, pas grand chose à dire sur ce match, un match de 6 minutes qui va être vraiment beaucoup pollué par les interventions de Giovanni Vinci, qui va vouloir en faire une dernière, mais Kofi est de retour et va l'en empêcher. Jey Uso va faire le travail sur le ring et va l'emporter, et fait intéressant. Je parlais tout à l'heure de qui pourrait être le challenger de Gunther, le prochain challenger de Gunther. Moi j'en vois un facilement tout trouvé, un certain Jey Uso. Je vois très bien Main Event Jey Uso dans les prochaines semaines, peut-être dans la route de WrestleMania, je ne sais pas quand exactement, mais avoir un Main Event Jey Uso face à Gunther, franchement ça me tendrait bien. Et le Main Event, le Judgment Day défendre leur titre de champion par équipe face aux Creed Brothers, un combat qui va durer 10 minutes. Match très bizarre, je m'explique. Honnêtement, pendant les 3 quarts du combat, je me dis, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant parce qu'on leur laisse 10 minutes et finalement les 3 quarts du combat, c'est une domination classique, pas grand intérêt de la part du Judgment Day. Et donc je me dis, petite déception ce combat. Le problème, c'est qu'il y a les 4 dernières minutes. Et les 4 dernières minutes, elles sont incroyables, elles sont exceptionnelles. Et j'ai pas peur d'utiliser le mot exceptionnel. Vraiment, les 3-4 dernières minutes de ce combat, c'est de la folie. Des deux côtés d'ailleurs, parce qu'on va parler de la folie des Creed Brothers et d'un certain Julius Creed, parce que il faut quand même en parler de ce gars-là qui est assez extraordinaire. Mais vraiment, c'était fantastique. Les 3-4 dernières minutes de ce combat, que ce soit à l'extérieur du ring, ce qu'il se passe entre Ivy Nile et Rhea Ripley, qui s'affronteront dans 2 semaines d'ailleurs à Raw pour le titre, donc ça c'est cool pour Ivy. Que ce soit sur le ring entre les Creed Brothers et le Judgment Day, c'est le feu. Vraiment, ça s'excite dans tous les sens, ça bouge dans tous les sens, c'est un bordel sans nom, ça va tellement vite. Et je ne sais pas vous, mais moi sur cette fin de match, j'ai l'impression qu'on a un manque de temps. J'ai l'impression qu'on leur a dit, ok, faites vite, parce qu'on n'a plus de temps. Et ça, je trouve ça dingue. Et c'est pas la première fois qu'on le dit, mais sur 3 heures de show, que finalement, t'arrives à ne pas avoir de temps pour les dernières minutes de ton show, je trouve ça dingue. Vraiment, je trouve ça dingue et ça m'embête toujours autant. Vraiment. Mais même avec ce manque de temps et donc cette précipitation qui est non voulue de base, je trouve qu'ils arrivent vraiment à faire un très très bon boulot. Il y a un petit suspense, un gros suspense qui est mis. On a quand même une forte impression à un moment donné que les Creed Brothers vont l'emporter et devenir les nouveaux champions. Mais non, ça ne va pas arriver. Et fait intéressant, lorsque Balor va porter le tombé gagnant, on a Julius qui relève son épaule à 3, 2,99, 3, mais en tout cas l'arbitre ne le voit pas et finalement l'arbitre donne la victoire au Judgment Day. Il y aura sûrement un rematch dans les prochains mois, affaire à suivre bien évidemment, mais en tout cas ce premier échantillon entre les deux laisse présager de belles choses. Les 3 quarts du combat, j'ai trouvé ça assez basique, mais ici on a le type de combat qu'on a eu sur les 3-4 dernières minutes. Ok, c'est du sérieux. Bilan de ce Raw, on est sur un bon 8,5. De mon côté, c'était le dernier Raw de l'année. Je le rappelle, la semaine prochaine, il n'y aura pas de Raw, il y aura sûrement un best-of ou quoi que ce soit, donc voilà, je préfère le dire. Le prochain Raw sera dans 2 semaines. Et ils ont vraiment tout donné, je trouve, pour ce dernier Raw. Un Raw qui était sur le thème de Noël, bien évidemment. On a eu le Père Noël, on a eu quelques matchs avec ce thème-là, donc c'était plutôt cool. Moi, le côté divertissant dans ces périodes-là me plaît beaucoup, donc ça me va. Et en plus de ça, on a eu de superbes combats. Je pense au Miss Gunther, je pense au Main Event, je pense à certaines promos qui étaient excellentissimes. McIntyre face à Rollins, c'était vraiment incroyable, je trouve. Même Becky Lynch, encore une fois, était au top. Donc franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir devant ce show, même si, comme je l'ai dit, cette fin de show qui finalement manque de temps, avec ce dernier match, ça me déplaît fortement.
Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Merci à vous et ne vous en faites pas. Il y aura des vidéos bilan de cette année, on va parler de la chaîne, etc. etc. Mais j'aurai le temps de vous remercier, mais merci à vous quand même d'être autant présent sur les vidéos. Merci à vous de suivre finalement tous les changements que je fais, tous les tests que je fais. Merci à vous encore une fois. Bref, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut.